Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Rencontre avec... aujourd'hui, je suis avec la brasserie du Grand Paris. Je suis en compagnie de Fabrice et d'Anthony. Vous êtes donc les deux fondateurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer tranquillement, je vais juste vous demander chacun de vous présenter succinctement. Bonjour, moi je suis Fabrice, donc je suis un des cofondateurs de la brasserie du Grand Paris avec Anthony. Comme vous le reconnaîtrez à mon accent, je suis le français du binôme, origine bretonne, installé à Paris, où on a fondé en 2011 avec Anthony la brasserie du Grand Paris. Et je suis Anthony, l'autre moitié des fondateurs de la brasserie. Je suis américain, donc pardon mes petites fautes en français. Mais je suis content d'être ici avec vous. Donc comme Fabrice, tu l'as dit, vous avez fondé la brasserie en 2011. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés dans le monde du brassage amateur. On a, Anthony et moi, un peu on a le même parcours. En fait, on a commencé dans nos cuisines respectives. La différence, c'est que la mienne était à Levallois-Perret et que la sienne... à New York. Okay. C'est un peu plus exotique. Pour nous, oui. Et Anthony est arrivé à Paris en 2010, 2011 aussi. Ouais. Oui, également. Ouais, donc, vite fait, le premier truc, c'était de trouver un endroit où je peux acheter mes maltes et grains et puis trouver une communauté de partager mes bières avec et d'échanger. Et donc, à l'époque, on a eu un petit groupe des brasseurs amateurs parisiennes qui ont fait des rendez-vous en première à la Cave à Bulles avec Simon Thieu et après à la Fine Mousse et on a des fondateurs de la Fine Mousse. À l'époque, ils ont fait des soirées maltais. Le forme, c'était en général 4 fois par an. Ils ont demandé d'autres brasseurs de venir avec les bières et puis ils ont fait une soirée avec les dégustations pour le grand public et on s'est rencontrés avec ces groupes. À l'époque, il y avait une scène de brasseurs amateurs qui doit toujours exister. Malheureusement, comme on est un peu le nez dans le guidon tout le temps, on est un peu moins en contact, sauf dans la Paris Beer Week avec la communauté de Brassam parisienne. Mais à l'époque, c'était un petit monde. Il faut se rendre compte que nous, on a... contrairement peut-être aux régions du Nord et aux régions de l'Est, on était un peu isolés. Ici, il y avait quelques brasseries autour de Paris, des fermes brasseries. Ceux qui étaient là avant nous, c'était Vol Céleste. Il y avait la brasserie du Vexin aussi, Hubert à Bourdin. La brasserie à Bourdin était là également. Parisis s'est monté à peu près à cette époque-là aussi. 2012. Ouais, 2012, je crois. Mais dans les années 2009-2010, c'était vraiment les balbutiements et on se retrouvait tous autour enfin pour beaucoup d'entre nous autour du brassage amateur. Il y avait dans cette scène Yann qui a fondé Outland, il y avait Thomas Deck, Deck & Donahue, il y avait Thierry, La Goutte d'Or, voilà. Enfin beaucoup de ceux qui par la suite ont décidé d'en faire leur métier. Et moi j'avais récupéré la distribution de Brouland pour Paris, donc on faisait des commandes groupées et plutôt que commander tous séparément, on faisait des commandes groupées et j'avais repéré Anthony parce qu'il avait des commandes qui étaient un peu plus pointues souvent que les normales. C'était un des premiers à aller chercher des levures liquides alors que nous on travaillait encore tous en levure sèche. Du coup voilà, moi ça m'a intrigué. On a profité d'un peu de notre temps libre pour brasser ensemble et c'était cool. On a sorti des choses qui nous semblaient, je pense, à l'un et à l'autre très sympas et qu'on a eu envie de faire partager très vite. Est-ce que tu peux juste rapprocher un tout petit peu ton micro Si. Tu peux le rapprocher sur la table, comme ça sera plus simple. Et ok. Et donc à la base, vous êtes tous les deux brasseurs amateurs,
Ce qui est, souvent, on a ces histoires de brasseur amateur qui vient lancer sa brasserie après et qui fait ça avec un ami pour plutôt gérer, on va dire, la partie un peu plus administrative, financière et compagnie. Vous, à la base, vous êtes quand même tous les deux issus du brassam et on va dire de la production. Complètement, ouais. Et après, vous êtes rencontrés, avoir fait des brassams ensemble. À quel moment vous vous êtes dit si on montait notre brasserie? Assez rapidement, moi j'avais déjà une structure qui existait, hein, mais je me tâtais un peu, je savais que je voulais faire quelque chose autour de la bière. Monter une brasserie, ça me semblait tellement ambitieux, donc j'avais monté une micro-installation. Enfin, c'est vrai que ça fait rigoler aujourd'hui. C'était une Braumeister de 50 litres, il y avait des cylindres de 200 litres. C'était vraiment microscopique, mais il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, des caves à bière dans Paris, qui étaient capables de vendre de la craft. Il y en avait quoi 2 ou 3 peut-être? Plus. Ouais, exactement. Ouais. Il y a Cavabule, le Bootlegger et puis les premières bières cultes. Ouais. Donc c'était vraiment les balbutiements. Donc finalement notre il y a certains qui ont refusé en fait de vendre les produits français. Oui, donc pire que ça, c'était on est focalisé que sur les produits belges et allemands et donc c'était hors des questions de rentrer. Pas encore du tout dans le milieu de la craft. C'était très compliqué, quoi. Et puis on s'est heurté au même problème que beaucoup de brasseurs de notre génération, c'est que quand tu allais présenter une IPA, on te disait les gars, arrêtez. C'est trop amer, ça ne marchera jamais. Et même si moi j'aime bien, vous ne trouverez jamais un public qui boira ça. Donc, Oui, ça c'est un peu le problème qu'on a avec, à notre époque avec les beer geeks, où il y a une niche de consommateurs qui sont prêts à boire plein de trucs loufoques, mais qui ne sont pas du tout adaptés au grand public. Oui. Donc, sur lequel tu te dis je vais pas lancer une production sur 70 hectos ou 100 hectos. Exactement. C'est compliqué à vendre. Bon, heureusement, on a tous vite constaté que l'IPA, ça matchait quand même avec les goûts du plus grand nombre. Ouais, ça a réussi à passer un cap. À l'origine, si mes infos ne sont pas erronées, donc la brasserie, elle s'est montée à Levallois, dans d'anciens bureaux. C'était pas du tout un local adapté à la production. Pas du tout, non. J'étais freelance en informatique et j'avais la chance d'avoir un bureau qui me permettait d'avoir un peu de place à côté des ordinateurs, et c'est là qu'on a casé les premières cuves. Mais c'était au 4e étage d'un immeuble, il n'y avait pas d'ascenseur, donc tu imagines, il fallait monter les sacs de maths, les bouteilles vides, les redescendre une fois qu'elles étaient pleines. Heureusement, la production était petite. On parlait de quel format, on va dire écoute, la première année, je me souviens très bien de ma première déclaration aux douanes, c'était 1000 litres la première année. D'accord, oui. Tu vois, donc on était quand même pas très ambitieux, mais à coup de 4 étages, ça faisait quand même. Il fallait quand même les faire. Et donc on s'est quand même très vite rendu compte qu'il allait falloir de l'aide de brasseries déjà physiquement installées autour de Paris pour essayer de partager nos bières avec plus de monde. C'est ça. Donc au début. Au début des premières ventes à échelle un peu plus importante, c'était des brassages en gypsy. C'était des brassages en gypsy, ouais. Donc on est allé... Si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, d'ailleurs, c'était les brasseurs du Grand Paris et pas la brasserie du Grand Paris. Oui. Même pas, on était My Beer Company à l'époque. Et donc, on n'a pas mis brasseur du Grand Paris c'était quelques années après. Ouais, quelques années après. En tout cas, on a toujours fait attention à ne pas utiliser le terme de brasserie tant qu'on n'avait pas de brasserie physique. D'accord, ouais. Ça, c'est un truc que je trouve hyper agaçant en France. C'est-à-dire que déjà que des restos qui font des steaks frites s'appellent brasserie, si en plus tu fais de la bière mais que tu n'as pas de brasserie, tu t'appelles brasserie. Alors là, ça entretient une confusion des genres qui est absolument compliquée pour le grand public. Ouais, on a toujours mis un texte sur chaque bouteille pour expliquer avec quelle brasserie on a travaillé avec, pour remercier l'équipe. Était très transparent sur l'origine de la production. Ouais, pour nous c'est très important que les gens comprennent toute l'histoire derrière le produit qu'ils vont consommer. Et donc, la première bouteille qui a porté le nom de Brasserie du Grand Paris, elle est sortie des cuves de Saint-Denis. On est arrivé ici fin 2016 et les premières bouteilles sont sorties tout début 2017. C'est ce que j'allais aborder après, mais du coup je reviens juste sur la partie Gypsy qui donc a duré combien de temps ?
Donc, premier brassin chez Vol Céleste, chez Brasserie Vallée de Chevreuse, c'était en décembre 2012. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, le dernier brassin, c'était Rabordin en début de 2017. Donc, donc 5 ans, à peu près, un peu moins, 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce que ça impliquait pour vous, le brassage gypsy, justement? Donc, du coup, vous aviez encore une autre activité professionnelle à côté? Oui. Et vous faisiez ça en supplément? Oui, exactement. Donc, je travaille, j'étais en télétravail avec mon boîte aux États-Unis pendant toute cette période-là. Donc, au début, Fabrice et moi, on était en voiture pour aller à la brasserie, typiquement à l'aube, 6h, 6h30 le matin pour lancer le brassin. Et j'ai eu un peu plus de disponibilité pour gérer le côté brassage. Donc, c'était passer à vis la veille pour polluer la camionnette, d'aller à la brasserie, de voir le passage des saisons avec, si j'arrivais à la brasserie, c'était toujours la nuit où j'ai eu un petit peu de lumière, un petit peu de soleil, puis brasser, rentrer à la maison en fin de journée, puis retourner pour le conditionnement. Pour nous, c'était important de toujours être présent pour les phases de production de produits, parce que, en fait, dans mes expériences, il y a le processus qui plus que 50% de le produit. C'est pas juste d'avoir une recette. Et donc, on a profité de l'expérience des brasseries qui sont venues accueillir, mais également, on a mis en place plein de processus qui n'étaient pas présents avant. On est arrivé surtout contrôle des pH, ajustement de l'eau, qui n'était pas beaucoup pratiqué en France à cette époque. D'accord, donc j'allais justement évoquer cette partie de qu'est-ce qui incombe à qui, on va dire, dans un brassage en gypsy, quand vous allez dans une autre brasserie. Et donc ce que tu dis, c'est que ça va plus loin que juste arriver avec une recette. Est-ce que vous arrivez aussi avec votre sélection de matières premières, de fournisseurs? Est-ce que vous devez faire sinon avec le catalogue de ce qu'a la brasserie à disposition? En général, c'est des recettes qui ont déjà existé. On a déjà brassé dans la chambre de bonne de Fabrice, brassé à la maison. Et donc, on a eu des besoins assez spécifiques en termes des melts spéciaux, travailler avec des houblons qui n'étaient pas forcément présents dans les brasseries où on a brassé. En plus que vous êtes arrivé avec une approche un peu plus, justement... via ton apport un peu plus américaine de la bière, des choses qui n'étaient peut-être pas encore très démocratisées en France, des produits et des recettes que les brasseries australiennes n'étaient pas habituées à faire. Oui, tout à fait, mais aussi, je ne veux pas dire que c'était nous qui arrivaient avec toutes les façons de faire, parce que il y a chaque brasserie qui connaissent leur outil, quelle quantité de malt va donner quelle densité, et donc et quelle densité finale après la fermentation. Donc on a quand même appuyé sur les expériences de ces brasseries, de savoir comment ils font pour prendre une bière d'un certain type ou une bière d'un certain style avec une certaine souche de levure, comment ça passe chez eux, et donc puis adapter le processus avec nos recettes pour avoir le résultat cherché. Et c'est toujours la façon, je pense, on travaille tous quand on fait des collaborations entre les brasseries. C'est plutôt de parler du cible avec les brasseurs qui connaissent leur matériel, et puis discuter comment on arrive à toucher cette cible. Et donc... c'était un exercice intéressant. De toute façon, on a travaillé, et on a eu cette chance de ne travailler qu'avec des gens ouverts d'esprit. Et c'était important vraiment pour nous de pouvoir avoir un dialogue. Le premier, ça a été Emmanuel Ray chez Vol Céleste, qui nous a ouvert les portes de sa brasserie, qui était très ouvert pour échanger avec nous.
Il y a eu ensuite Parisis et puis Hubert à Bourdin. Il faut voir qu'une bière comme l'IPA Citra Galactique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais elle a été brassée au départ à Levallois, puis... en première chez moi, oui, en premier chez toi, oui. ensuite à Levallois, ensuite Parisis, ensuite chez Bourdin. Et tout ça, et puis ici, tout ça avec l'objectif d'atterrir sur un produit qui soit le même pour le consommateur, alors qu'on était sur des matériels différents, des process différents. Donc c'est fait faire, tu vois, de faire de la gym en s'exerçant sur des agrès qui sont totalement différents et en essayant de retomber sur tes pieds quand même. Ouais. Vous imaginez bien, juste par exemple, pour refroidir 20 litres à la maison, comparé à refroidir 50 litres chez Fabrice, ou 10 hectos à la brasserie d'origine chez Vol Céleste, ou bien refroidir 35 hectos, 40 hectos à la brasserie Rabourdin. Il y a un ton qui est complètement différent et donc ça va nous impacter sur l'amertume, sur plein de choses. On parle aussi des changements de l'eau, on parle changement de malt de base et donc il y a plein de paramètres. Les tailles des cuves, ça change pas mal des choses en termes de pression hydrostatique et l'impact sur les levures. Donc chaque fois, c'est nécessaire d'adapter le processus pour le matériel. Donc comme vous le disiez, vous êtes arrivé dans les locaux ici à Saint-Denis, parce qu'on enregistre dans vos locaux, fin 2016, avec une production qui s'est vraiment lancée en 2017. Février 2017 de mémoire. Premier brassin. Premier brassin, c'est à ce moment-là que, du coup, que vous êtes devenu la brasserie du Grand Paris, puisque oui, exactement. Avec enfin votre propre matériel, du coup, ce que vous disiez tout à l'heure. Comment s'est passée la transition justement pour notamment adapter toutes ces recettes qui avaient déjà vu plein d'outils de production différents, l'adapter à votre outil à vous, ou peut-être que vous avez même adapté votre outil en fonction de ce que vous alliez faire? Donc, oui, les deux en fait. Donc déjà, on a profité de notre expérience de brassage à façon et aussi avec des collaborations avec des amis. Donc c'est pas que les trois brasseries, on avait brassé à façon, mais aussi une dizaine des autres. On a brassé en collaboration avec eux ou profiter des journées de brassage avec des amis, de récolter des expériences. Parmi les premières questions, c'était toujours c'est quoi ton truc préféré de matériel ici? C'est quoi les trucs que tu aurais fait différemment? Et donc, d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres et profiter de l'expérience des autres. Et donc, ça, c'était... Oui, ça a guidé, par exemple, des choses toutes bêtes, comme le choix du local. Je pense que tout le monde nous a dit, à chaque fois qu'on demandait quelle erreur tu ne referais pas, tout le monde nous disait de prendre un local aussi petit. Donc forcément, quand 10 personnes te répètent la même chose, tu te dis je vais viser un peu plus gros que ce que j'avais prévu initialement. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous ont orientés dans nos choix. Et puis en termes des recettes et des choses comme ça, d'arriver chez nous. Donc aussi, j'ai eu beaucoup d'expérience en brassage professionnel avec, pendant la quarantaine ou cinquantaine des brassages à façon, on a réalisé. Et donc, qu'on est arrivé ici avec notre matériel, après de le premier brassin ici avec les installateurs, c'était juste de comprendre comment on peut gérer, utiliser le matériel et adapter ça pour arriver à le goût qu'on a cherché. La première bière qui a été brassée ici s'appelait le Grand Paris, sans S. On s'était fixé un objectif et on s'est dit, voilà, est-ce qu'on arrive à atteindre la cible ou pas? Et puis voilà, il y avait des petits écarts, mais qui ont été corrigés sur le deuxième brassin, et puis ça s'est très bien passé. Et puis, depuis, c'est toujours un processus, c'est toujours une recherche de faire mieux, d'améliorer, d'avoir un meilleur résultat en
en tous les paramètres en termes de produits qu'on sort sur les cuves, aussi de conservation de produits. Après, c'est mis en fût, c'est mis en bouteille. Et donc, ça continue jusqu'à maintenant. Quand on parle de la brasserie du Grand Paris, je pense aux amateurs de bière qui connaissent donc la brasserie. Il y a un produit qui vient tout de suite en tête, c'est l'IPA Citra Galactique. Je pense qu'on est un peu sur la bière fer de lance de la brasserie. Est-ce que vous pouvez nous résumer aux auditeurs un peu la vie de cette bière, comment elle est née, quand elle est née Donc, le premier brassin, c'était chez moi en 2012, vers, je pense, mai-juin. Et c'était une West Coast IPA basée sur les houblons Amarillo, Galaxy et Citra. Et puis, j'ai bu cette bière avec... je partageais avec l'équipe Yann de Brasserie Outland et quelques amis à Montreuil. Et ils étaient tous impressionnés. Et puis, j'ai partagé avec Fabrice et on s'est dit ça doit être la prochaine bière qu'on brasse ensemble pour la brasserie. Et donc, depuis, le reste s'était changé un peu, mais jusqu'à maintenant, on a gardé ces trois houblons principaux. C'était vraiment pas notre objectif au début d'avoir un flagship. On était parti pour faire beaucoup de brassins éphémères. D'ailleurs, on en a fait énormément. Mais aujourd'hui, l'IPA Citra Galactique, c'est un bon tiers des bières qui sont brassées ici au cours de l'année. Et ça s'est imposé comme une IPA qu'on peut retrouver un peu sur tout le territoire. On a une distribution nationale aujourd'hui et on a la chance de pouvoir la retrouver dans plusieurs points, que ce soit en pression, en bouteille et plus épisodiquement en canette. Ouais. Comment vous expliquez le succès de cette bière, justement ? Est-ce que vous avez une explication déjà ? Alors, je pense que c'est une très bonne bière, déjà. Je pense qu'il y a un bon équilibre, en fait. Elle a une bonne balance entre l'amertume, les aromatiques, la base maltée. Je pense que la base se fait bien. Tu dirais qu'elle est peut-être à l'image de ce que le grand public attend d'une IPA aussi ? Ce qui explique qu'elle soit plus... elle a certainement été surprenante au départ, oui. Et c'est pour ça que ça reste une petite Madeleine de Proust pour certains amateurs de bière, parce que pour certains d'entre eux, ils sont rentrés dans la bière craft avec cette bière, et elle est devenue un peu, effectivement, tu as raison, je pense qu'on peut attendre d'une West Coast IPA aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi une question de timing, on va pas se mentir, on sortirait la même bière aujourd'hui, oui. Ça ne serait pas la même. Elle a été parmi les premières, c'était pas la première, loin de là, mais elle a fait partie des premières IPA qui ont donné envie à certains de plonger un peu plus dans l'univers de la bière craft. Je pense qu'on a un nom et image qui est devenu assez iconique. C'est pas le Grand Paris IPA générique, juste un truc générique. Donc il y a une image et qui va avec. C'est une combinaison de tout ça, je pense. Alors, autour de la Citra Galactique, il existe évidemment d'autres références dans votre gamme permanente. Comment vous avez construit cette gamme ? Comment vous l'avez aussi réadaptée peut-être au fur et à mesure des années ? Alors déjà, notre volonté du départ, c'était de ne pas travailler par couleur. C'était important pour nous, c'était d'appeler les choses par leur nom. Donc on travaille avec... on a développé toute une gamme qui vont de la Pale Ale jusqu'à l'Imperial Brown Stout pour essayer de poser différents styles qu'on avait envie de retrouver de façon régulière. Au départ, beaucoup autour du houblon. C'était quand même notre truc. C'est vrai qu'il y a une période où les brasseries se spécialisaient un peu. Il y avait celles qui étaient vraiment très focus sur les levures, celles qui travaillaient avec leur malt, et puis celles qui travaillaient plutôt les houblons. Nous, on était plutôt dans la team houblon au départ.
C'est moins vrai aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des fruits, on travaille sur l'acidité, on travaille avec différentes souches de levure. Mais voilà, on essaie d'avoir une complémentarité dans la gamme. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, je pense que c'est... Il y a des petites histoires comme la Smoke qui était, je pense que tu es mieux placé de raconter l'histoire derrière le Smoke ou l'expert. Comment c'était c'était l'expert. Je pense que c'était une des premières bières aussi qu'on a brassées. C'était ton première recette de jamais créée. Une des premières ou deuxième recettes de Brassam en fait, la bière blonde au mal fumé. Oui, c'est un peu la chance du débutant. Tu sais, tu fais ta première recette et c'est plutôt cool. Mais par contre, c'était une bière dont je pensais dont les gens allaient se lasser. Donc on l'a brassée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis ça fait plus de 10 ans maintenant. Et elle est toujours dans la gamme. Sans avoir... Alors là, tu vois, on n'est pas du tout dans les classiques blonde, blanche, brune, ambrée. Bière en mal fumé, disponible toute l'année en gamme permanente, mais je pense qu'il y a... On croise assez souvent des gens qui disent que c'est leur bière préférée. Oui. Point barre, et donc c'est intéressant d'avoir cette réaction. Donc c'est pas la plus grande vente chez nous, mais ça fait parmi des bières préférées des gens qu'on croise. Et donc ça fait partie des... Je pense que ça fait plaisir aussi dans la brasserie d'avoir des bières qui se démarquent un peu. C'est bien qu'on n'ait pas tous notre pale ale et puis finalement c'est notre... on a tous dans les brasseries des copains, c'est pareil, une bière qui quelquefois sort un peu de l'ordinaire et qui marque un peu l'histoire de la brasserie. Et donc comme tu vois, on n'a pas vraiment eu l'approche corporate d'arriver avec une liste des 5 ou 6 bières à brasser, de faire de le début. C'était un peu fur et à mesure avec les circonstances. En fait, c'est toutes des bières éphémères qui sont devenues, pour certaines d'entre elles, des permanentes, en fait. Ouais. Des tests qu'on a décidé de garder. Ouais, des bières qui vous ont plu, qui ont plu aussi aux consommateurs et qui, du coup, ont eu un intérêt à rebrasser, à reproposer ensuite. Ouais. Et puis, il y a toujours une évolution de chaque recette. Ça ne reste pas statique parce que tu peux toujours faire mieux, je pense. Et puis autour de ça, on a agrégé des bières éphémères. C'est notre plaisir dans des styles vraiment très variés. Mais c'est arrivé très très vite. Hein. Alors, je pense qu'au départ, beaucoup par les collabs. C'était souvent le prétexte à faire des bières éphémères. Après, on s'est tous émancipés les uns les autres et on a été suffisamment grands pour faire nos propres bières éphémères sans avoir à les faire forcément avec des copains. Voilà, jusqu'à arriver à un rythme assez effréné. Ces dernières années, on pouvait sortir 3-4 bières éphémères tous les mois et demi. Donc c'était un rythme assez soutenu, avec toutes les contraintes que ça a derrière de penser aux recettes, mais aussi c'est de plus en plus compliqué penser aux noms. Trouver un nom qui n'est pas utilisé, ça devient très compliqué. Ouais. Ou en tout cas, trouver un nom pas suffisamment utilisé pour se faire taper sur les doigts. Ouais. Et puis l'imagerie aussi qui va avec, parce que le plaisir de la bière, ça commence aussi par les yeux quand tu choisis ta canette ou ta bouteille en rayon. On est très sensible à ça. Le packaging est important. Ça ne doit pas être une finalité, mais quitte à bien faire les choses, autant les faire jusqu'au bout. Et on pense que le packaging en fait partie aussi. Ouais. Justement, on parle un peu produit depuis tout à l'heure. Il y a quelques bouteilles et canettes sur la table. Est-ce qu'on goûterait pas quelque chose ? Eh bien si, écoute Alexandre, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On commence par quelque chose de léger. De choix, ouais, peut-être dans un ordre tu l'as goûté celle-ci ? Non, ça je l'ai pas goûté du coup. Peut-être. Oui, ouais. Non, si. Grodzisky. Donc c'est une collab avec Gust Ouroboros. Suite l'accident à sa brasserie qui a brûlé printemps l'année dernière. En début de cette année.
On a brassé cette collab ensemble, donc c'est une bière très légère, donc 2,7 degrés en alcool, avec principalement du blé fumé avec avec bois de chêne. Et puis, on a des houblons mandarina en whirlpool et puis une touche de poivre, de kampout à la fin de fermentation pour donner le côté floral et épicé au nez qui se marie bien avec le fumé. Et pour une bière de 7, il y a quand même pas mal de goût. En effet. Donc sur le... Je n'ai pas fait attention si tu l'as précisé, sur le style de base. C'est Grodzki, Gratzer. Ouais. Qui a un style assez... un style historique un peu oublié, on va dire, et qui est... ça fait plaisir. C'est aussi peut-être un peu une des missions peut-être des brasseries craft, de refaire découvrir au public des styles un peu oubliés comme ça. Ouais, souvent avec... patrimoine presque. Ouais, souvent avec un petit touche, petit twist. On a brassé une Kölsch aussi cette année, en essayant de moderniser un peu le houblonnage. Donc oui, revisiter des styles traditionnels, c'est bien. Les papilles aussi, quelquefois, saturent un peu de trop de houblon, donc ça fait du bien de faire des petites pauses aussi, de temps en temps. Même si derrière, on a une canette un peu chargée en houblon qu'on pourra te faire goûter. Ouais. Mais on n'oublie pas la base quand même. Et ben justement, comme on est sur une de vos bières éphémères, vous l'avez évoqué, donc c'était à l'origine, la création de la brasserie, vous aviez en tête de faire principalement des éphémères. Il y a eu une période où il y en avait pas mal. Après, là, actuellement, on est en fin 2023. Je pense que quand les gens écouteront le podcast, on sera déjà dans 2024. Mais la production d'éphémères, c'est un peu réduite, même si vous en faites toujours. Comment vous situeriez justement la brasserie du Grand Paris, maintenant, le paysage brassicole français, quand on voit des brasseries qui font quasi exclusivement des éphémères, d'autres qui tournent sur leur gamme permanente, vous voyez comment dans ce... On est entre les deux. J'ai souvent dit qu'on essayait de faire des bières de geeks pour les non-geeks. Donc voilà, on essaye de poser une base qui soit accessible pour tout le monde, mais on a ici une équipe incroyable en production. Tout le monde, enfin c'est une équipe uniquement de passionnés, donc on a besoin aussi de continuer à faire des éphémères. On en fera un petit peu moins dans l'année qui arrive, parce que je pense que le marché est un peu saturé en termes de bières éphémères. Anthony me confirmera ou pas, mais c'est deux métiers un petit peu différents quand même, faire des bières régulières et faire des bières éphémère, même si l'objectif c'est toujours d'atteindre ta cible, mais la reproductibilité d'une recette, c'est un vrai challenge au quotidien. C'est quelque chose que tu cherches pas forcément du coup sur une éphémère, tu pars du principe que tu vas pas forcément la refaire, donc tu as peut-être moins d'attention à la... Tu as droit à une petite dose de fantaisie et un petit écart à l'atterrissage, si tu veux. Oui. Personne ne va te le reprocher. Par contre, si à chaque fois que tu ouvres une bouteille d'IPA Citra Galactique, elle est différente, ça commence à être un vrai problème. Puis, j'imagine que quand tu crées une recette comme celle que la bière qu'on est en train de boire, où tu me dis que tu as du poivre de kampout, ce genre de choses, quand tu crées la recette, tu te dis pas... Il faut que je sécurise mes approvisionnements en poivre de kampout. Si jamais je dois la refaire, il faut que je puisse refaire la même. Donc, c'est pas la même approche dans la création. Exactement. Et puis, tu peux cibler des styles un peu plus de niche. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense aussi avec chaque type de produit, tu vas toucher à un canal de distribution qui est différent. Un restaurant, il y a la plupart des restaurants qui ne peuvent pas se permettre de changer leur carte chaque mois pour adapter avec des bières éphémères. Donc, pour ce type de clients, d'avoir l'accès au Citra Galactique toute l'année, pour une bonne IPA en pression ou en bouteille, c'est tout à fait logique. Il y a un autre type de clientèle qui va chercher
que des choses qu'ils n'ont jamais goûtées avant. Surtout les caves ou les bars à bière qui sont centrés sur cette approche. Et donc, d'avoir quand même des nouveautés, des trucs intéressants, des trucs un peu plus poussés qui sont disponibles pour ce type de clientèle aussi, c'est important. Et donc, je pense que d'avoir toujours une qualité de produit qui est très haute et donc disponible à une grande à des prix qui sont petits et également des choses qui sont un peu poussées, un peu plus chères. On essaie de garder un bon rapport qualité-prix parce qu'on pense que la bière craft ne doit pas être un luxe absolu. Il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que on fait de la bière pour qu'elle soit bue. Si c'était pour faire plaisir à nos potes, on serait encore dans nos cuisines à faire du brassam. Et ça serait très bien aussi et ce serait tout à fait respectable. Mais à partir du moment où tu montes une brasserie, il faut que tu c'est parce que tu as envie de partager et il faut que tu fasses partager tes bières. Et le canal de distribution historique des bières éphémères, ça reste quand même les cavistes. Et on sait que les difficultés que traversent les cavistes en ce moment, et plus les rayons des cavistes se réduisent, de par la diminution des cavistes notamment, plus la place disponible pour les bières éphémères se réduit. C'est la même chose pour la distribution. Il faut savoir qu'un distributeur à l'ancienne, il va sélectionner 10 références pour l'année, 3 ou 10 références dans l'année pour une brasserie, et basta, il va pas s'amuser tu peux pas l'appeler tous les mois pour lui dire j'ai une nouvelle bière, est-ce que t'en veux pas. C'est pas du tout le type de flexibilité dont il dispose. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui impacte notre capacité à sortir des bières éphémères. Ouais. Et après, niveau du... Alors, je reprends juste un peu sur la partie de la gamme chez vous. Donc, les bières permanentes sortent en format bouteille 33 centilitres et la majorité des éphémères sont en canette. Il y a peut-être des exceptions en fonction des styles. C'est un choix qui a été fait du coup en analysant un peu le marché, l'attente de la cible. La canette est venue après la bouteille, naturellement. Elle a été poussée à peu près pendant le Covid. Je pense que c'est le Covid qui a vu le démarrage des canettes. On s'est orienté tout naturellement pour nos éphémères vers le format traditionnel craft à l'anglo-saxonne, les 44. Et on a pris l'habitude de conditionner essentiellement des éphémères dans ces formats. Après, il y a beaucoup d'incertitudes concernant le format canette. Tu vois, on a pris la décision il y a un an et demi, de prendre une de nos bières de la gamme permanente, qui est la East Coast IPA, et de la switcher de la bouteille à la canette. Je pense que c'est une mauvaise idée de proposer les deux formats. D'ailleurs, on a essayé, et quand tu as et de la bouteille et de la canette, tu perds les gens. Il y a pas mal de brasseries qui ont essayé de faire cohabiter les formats compliqué. Et qui, au bout d'un moment, sont revenus en arrière, on dit on fait plus qu'un format. Ouais, surtout. Ou alors qui gardent un format vraiment pour un réseau de distribution spécifique. Ils le font à la demande. Oui. Surtout avec la fragilité du produit. En fait, le produit qui est le plus récent est toujours le meilleur. Et donc, si vous avez un format qui traîne et qui ne vend pas, et donc qui est plus vieux, c'est difficile de proposer côte à côte un produit qui date de 3 mois contre un produit qui était embouteillé la semaine dernière. Ouais. Et donc, il y a un manque de cohérence un peu. La réponse, quel sera le meilleur entre la bouteille et la canette, c'est le plus frais des deux en fait. Et qui était stocké à froid. Stocké à froid, voilà. Et donc la East Coast IPA, par exemple, on a fait le pari de prendre le même tarif, la même taille de conditionnement, 33 centilitres, mais disponible en canette au lieu de la mettre en bouteille. J'ai du mal aujourd'hui à te dire si c'était pertinent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des territoires et des types de marchés sur lesquels on n'arrive pas à rentrer aujourd'hui avec de la canette. Ouais. C'est un petit peu dommage, mais oui. Est-ce que tu penses que sur cette bière-là, il n'y a que du coup le format qui change ou le style aussi? Est-ce que ces marchés qui ne la prennent pas en canette ne la prennent pas par rapport au format, ou est-ce que c'est on a déjà eu, en fait, sur d'autres produits, on a déjà eu
des commentaires, surtout quand ça passe par un canal de distribution qui est plus traditionnel, le vente des canettes en train. Donc déjà, la canette, c'est un format qui est très intéressant, surtout en termes de le taille-prix par une canette. Donc si tu vas stocker des produits dans un frigo, tu mettrais beaucoup plus des canettes comparé aux bouteilles. Et donc c'est pratique comme ça, c'est beaucoup plus légère, mais quand même il y a une petite réticence sur la consommation directement à la canette. Oui, tu vois, dans les TGV par exemple, la canette c'est un peu compliqué parce qu'ils te donnent des gobelets en carton. Et donc, soit tu bois la canette, soit tu bois pas. Et pour beaucoup de gens, boire à la bouteille est plus acceptable que boire à la canette. J'avoue, j'en fais partie. Donc, par rapport justement aux éphémères produits en canette, là je vois sur la table, on a aussi une des dernières éphémères que vous avez sorties qui est la West Coast. Oui. Une double West Coast IPA. Oui. Est-ce que tu penses que du coup le choix que vous avez fait de la canette pour les éphémères, donc il y a 2-3 ans, est un bon choix, ou est-ce que toi, quand on voit cette bière-là, est-ce que tu penses qu'elle aurait eu sa place dans des rayons cavistes en bouteille? Ou ce que tu... Je crois pas, non. Je pense que enfin, ça aurait pu fonctionner, mais en tout cas, aujourd'hui, comme le disait Anthony, tu cibles et tu adresses un public particulier si tu conditionnes en canette 44. Je suis pas sûr que cette bière, un beer geek, si elle était conditionnée en bouteille, aurait le même réflexe. Je ne vais pas dire le même intérêt, mais le même réflexe d'achat. C'est devenu naturel aujourd'hui pour un passionné de bière de regarder ce qui se passe dans le monde des canettes, un peu plus peut-être que dans le monde des bouteilles, sauf quand on parle de type de bière très particulier, bien sûr, les gueuses, les lambics, on va pas aller chercher ou les gros stouts, on va pas aller chercher de la canette. Je pense qu'il y a encore 2-3 ans, on se disait oui, bon, un gros stout vieilli en barrique, quoi qu'il arrive, ce sera toujours une bière qu'on consommera en bouteille, c'est plus adapté. Et au final, on voit de plus en plus de brasseries qui font aussi le switch de mettre ce genre de bière en canette. C'est vrai, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est le cas d'ailleurs, je crois, Anthony. Oui. Si vous avez qu'un outil de conditionnement, le choix est fait. Ouais. Mais toi, même pour des personnes qui ont les deux conditionnements dans leur gamme, je pense notamment à vos presque voisins de chez O'Clock qui viennent de sortir leur dernière Banana Power en canette. Ouais, c'est un format qu'ils avaient historiquement en bouteille. Oui. C'est peut-être qu'il y a aussi un switch qui s'est fait au niveau des consommateurs très geeks, de se dire que la canette c'est le format des geeks, et du coup si un produit n'est pas en canette, il est plus geek, je sais pas. C'est complexe, hein, mais... Oui, la réflexion est complexe. De toute façon, on est dans un marché dont la lecture est devenue complexe parce que tu as tellement de paramètres. On a monté nos brasseries, c'était pour faire essentiellement des bières éphémères en keg avec des distributeurs indépendants, et on se retrouve pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui à vendre nos bières en inox via aussi des réseaux de distribution mainstream, et donc les paramètres sont hyper complexes à décoder en fait. Qu'est-ce qui marche pas, est-ce que ça aurait marché si j'avais fait différemment? Mais ça sera une bonne question pour O'Clock de voir au niveau des ventes quelle a été la réaction du public. Moi je la boirai avec plaisir leur bière en canette, il n'y a pas de souci. Justement sur le marché, on va dire de la bière artisanale craft en 2023 en France, c'est quelque chose qui a pas mal évolué, qui est notamment, on parle des réseaux de distribution. Pour vous, ça s'est passé comment cette année? Est-ce qu'il y a ça implique des changements, je sais pas, de devoir adapter vos offres, de devoir je dirais que c'est... Comment vous avez ressenti cette année et comment vous pressentez l'avenir? Tu sais, on dit toujours que diriger, c'est prévoir. Hein, c'est une bonne vieille phrase de dirigeant d'entreprise. Prévoir, c'est devenu impossible. Et donc, au-delà des recettes et du plaisir qu'on a à faire nos bières, gérer une boîte aujourd'hui, c'est très compliqué. Et une brasserie, c'est très complexe. J'ai l'impression qu'on fait du 4x4 en fait. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis sur la dernière IP qu'on a sortie. C'est conduite tout risque avec un pare-brise sur lequel tu n'as pas trop de visibilité. Tu essayes de décoder ce qui se passe. Ça change tout le temps. Enfin, nous, quand on a commencé, si tu m'avais dit qu'on ferait de la bière en canette,
Je t'aurais dit, mais impossible. On est rentré dans la période Covid, tout le monde voulait de la canette. On en est sorti, tout le monde voulait du fût. On a intégré une encanneuse qui aujourd'hui ne tourne pas plus que ça. Donc tout le marché c'est un marché qui est en train de devenir mature. Voilà, je pense que tout le monde a essayé plein de choses, que ce soit les brasseries, les distributeurs, les consommateurs aussi. C'est plein de styles. Et on est sur quelque chose qui est en train de se stabiliser. Et je pense que ni les uns ni les autres, on sait très précisément où ça va atterrir. Ouais. Je fais un petit écart parce que tu as parlé justement de l'étiquette de la West Coast qui est devant toi avec le 4-4. C'est un peu une spécificité aussi de la brasserie du Grand Paris, c'est que sur toutes vos étiquettes, vous avez un véhicule, un moyen de locomotion, je sais pas comment on pourrait le dire, mais il y a une sorte de petite de fil rouge là-dessus. Oui. Ouais. D'ailleurs, on va quand même la goûter. Ouais. Oui, parce que quand on a commencé à Levallois, on cherchait un symbole de ce qui était fabriqué à Levallois. Et les usines de chevaux les usines Citroën étaient présentes à Levallois et les deux chevaux étaient fabriqués à Levallois. Donc ça a été notre première étiquette et notre premier emblème. Et ensuite, deuxième véhicule, je crois que c'était la Smoke, le deuxième. Le deuxième, c'était Galactic. Ouais, Citra. Et puis la Smoke. On a continué avec la combi sur la Smoke. Et Citra, donc, une soucoupe volante. Ouais, on va loin dans les véhicules. Mais on a fait quelques exceptions. On a un type sur un Transat, mais on a mis des roulettes au Transat. Enfin voilà, on arrive toujours à se débrouiller pour qu'il y ait un moyen de mobilité quand même. Okay. C'est pas trop compliqué justement là maintenant après avoir créé je ne sais combien de recettes et différentes de découvrir des... Ouais, on a la chance de travailler avec une graphiste aux États-Unis qui est très douée, donc déjà ça c'est côté positif, mais aussi franchement le marketing et les normes et tout ça, ce n'est pas l'aspect qu'on maîtrise le mieux ni l'aspect on aime le plus. Je suis très content de faire les bières différentes, d'expérimenter avec des ingrédients différents, mais tout le côté marketing, trouver une norme, trouver une image, trouver le texte, en fait c'est du boulot pour nous. Il faut savoir qu'on a personne ici ne travaille sur le marketing chez nous. Voilà, on a des brasseurs et des gens qui travaillent plus sur la partie back-office et toute la partie admin, mais il n'y a pas de responsable marketing, il n'y a pas de stagiaire marketing, voilà, ça n'existe pas. Il y a personne qui s'occupe avec l'Insta, qui est dédié pour... ça, je crois que les auditeurs l'auront compris s'ils ont regardé notre ça. Mais donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un travail collectif, en fait. Quand on sort une nouvelle bière, on ouvre un groupe et chacun fait des propositions de véhicules, de noms, et ça avance comme ça. Donc, du coup, il n'y a pas de rapport de je sais pas, 15 pour 1 entre l'équipe marketing et l'équipe production chez Grand Paris? Non, il n'y a pas, non, il n'y a pas. Mais je crois que ça existe ailleurs, quelquefois. Si on reprend du coup un peu un ancien épisode, donc ça vous qualifierait en craft? Ouais, alors j'ai réécouté, je te l'ai dit juste avant de commencer l'enregistrement, avec beaucoup d'attention l'épisode que tu avais fait sur Craft ou pas Craft. Ouais. Nous, on a notre petite définition qu'on s'était faite il y a un moment. Je suis preneur du coup. Ouais, on s'était dit, je crois que c'est Anthony qui l'avait trouvé, il me regarde parce qu'il a peut-être oublié, mais on s'était dit que finalement, est-ce qu'une brasserie Craft, ça serait pas une brasserie où tu as toujours un brasseur aux commandes, qu'elle soit grosse ou petite? Et si Gareth Oliver, il est toujours aux commandes de Brooklyn, et ben est-ce qu'on se dirait pas que Brooklyn, c'est toujours une brasserie craft? Et que des grandes brasseries qui se veulent craft, où tu n'as jamais eu un brasseur aux commandes, est-ce qu'on continuerait quand même à les appeler craft? Ouais, c'est pas une mauvaise réflexion, en effet. En tout cas, ici, je peux te dire que, en tout cas, sur la prod, Anthony est toujours aux commandes. Voilà, on s'est un peu réparti la chose, mais aujourd'hui, on a vraiment une équipe. On a plus de gens aujourd'hui en production qu'à faire autre chose. Et ça fait partie des choses qui nous qualifient aussi. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir de personnes dédiées au marketing et de ne pas être peut-être les plus investis dans ce genre de mission, c'est pas un frein? J'ai l'impression qu'on est aussi à une époque où il y a tellement de brasseries craft qui communiquent énormément, alors que craft ou faussement craft, mais qui communiquent, qui ont des beaux visuels, des pages Instagram ultra léchées. Est-ce que c'est pas un frein justement de ne pas se démarquer via la communication et le marketing?
Je pense que tu as tout à fait raison, mais jusqu'à maintenant, on a toujours réussi de grandir juste avec les produits et une passion pour faire les bons produits, et donc bouche d'oreille et le reste. Et donc, c'était jusqu'à maintenant pas vraiment nécessaire d'avancer l'entreprise. Peut-être on arrive à un stade que la communication est tellement compliquée et on est dans un moment qui est difficile avec l'inflation et la concurrence, que ça commence à devenir indispensable. Je pense qu'on arrive juste dans un marché qui devient mature. Et tu parles du marketing, mais on pourrait dire la même chose du commercial, par exemple. Oui, bien sûr. On a passé quand même 10 années où les brasseries qui nous ressemblent, et la nôtre, on n'avait pas de commerciaux, en fait. Tu voulais un TTO de Grand Paris, de Sainte-Crue ou de la Débauche, tu avais quelqu'un de l'équipe qui sautait dans un train. On arrivait, des fois on se faisait les TTO à plusieurs et on se retrouvait tous. Et aujourd'hui, on est tous en train de se doter de personnes qui sont capables d'aller sur le terrain, et puis on se professionnalise. Alors il y en a qui étaient plus en avance que d'autres, bien sûr, sur la partie marketing et réseaux sociaux, mais oui, t'as complètement raison. Il va falloir qu'on se dote et qu'on se structure un peu comme une boîte, allez, je vais le dire, un peu normale. C'est bon, je sais pas si c'est triste ou si c'est bien, mais voilà, ça fait partie de la croissance, je pense, du marché. Et c'est ça aussi qui montre que le marché de la bière craft est en train de devenir mature. Je fais un petit break, du coup. Est-ce qu'on peut un peu parler de ce qu'on est en train de goûter? On l'a évoqué, la West Coast. Oui, pas de souci. Donc, évidemment, pour les produits geeks, on est beaucoup plus dans un monde de East Coast, de NEPA, de tout ce qui est hazy. Mais quand même, mes bières préférées sont toujours plutôt de ce que j'ai commencé de boire dans l'année 2000, un peu après, avec le West Coast IPA de Green Flash, et donc des bières qui ont quand même de l'amertume qui est bien saturé avec du blanc, mais pas forcément des salades de fruits. J'aime bien ça aussi, mais on a pris l'opportunité de brasser quelque chose un peu qui est, je dirais, West Coast Double IPA plutôt moderne, dans le sens qu'on n'a pas du malt cara dedans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vraiment, c'est saturé avec du blanc, avec des produits à avance différents. Par exemple, on a de Citrate Incognito dedans, et aussi du Cryo. Donc on a du Equinox, Citra et Eldorado en houblonnage accru. L'Equinox, c'est en forme de Cryo Equinox. On a Eldorado et Citra en T90. Et donc on a ce côté résineux. Aussi, il y a un côté fruité qui va avec, mais c'est pour moi très facile à boire malgré ces 8 degrés. Et c'est facile et dangereux. C'est ça, du coup. C'est ça que j'aime. Je pense qu'il y a une petite différence en culture de consommation entre je dirais, Angleterre, aux États-Unis et ici en France. On voit ça direct quand on arrive dans un resto. Souvent, le verre de l'eau en resto, c'est tellement petit, tu peux mourir de soif avant tu arrives de boire assez. Comparé aux États-Unis ou Angleterre, vous trouverez beaucoup plus souvent un pinte de l'eau devant vous. Et aussi en termes je pense que ça commence tôt en école. Ici, vous avez des petits verres versus aux États-Unis, on a des big gulps, des trucs. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, on buvait du cidre. Hein, ouais, peut-être grotesque. Donc, je trouve
même le format demi qui est prévalent ici, c'est un peu trop petit. Et donc, je pense qu'on a, aux États-Unis, pour les beer craft, on cherche un niveau de buvabilité qui est juste différent comparé à un produit en va siroter. Et donc, cette West Coast, c'est fait pour arriver à la fin du verre et reprendre un autre, ou de ne pas regarder les dernières quelques centilitres et dire j'en ai marre. Ouais, c'est ce fameux terme de pintabilité qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et qui est important pour nous. Ouais. Du coup, si j'avais fait mon podcast aux États-Unis, je me serais appelé Pintons le houblon. Ouais, c'est ça, oui. Est-ce que, je sais pas, on peut évoquer peut-être un peu l'avenir de Grand Paris? Est-ce qu'il y a des choses à dire déjà, des grands projets, peut-être pas, mais des lignes directrices sur ce qui va se... Grand projet quand même, on peut peut-être parler de Saint-Ouen, même si voilà, ça n'a pas encore ouvert, mais on est très heureux de s'associer avec l'équipe du Grand Contrôle qui ouvre un nouveau lieu à Saint-Ouen. D'accord. Et ils nous ont fait confiance pour les accompagner dans l'exploitation d'un petit brewpub. Il y aura une petite salle de brassage qui sera installée sur place. Ça sera un site de production indépendant Ça sera leur site de production, mais par contre, ils sont à 10 minutes d'ici et on va vraiment les accompagner pour brasser les bières sur place. Et on aura aussi tout un assortiment de bières de la brasserie du Grand Paris qui seront disponibles dans une grande halle type food market. À Saint-Ouen, vraiment au pied de la ligne 14, sur toute cette nouvelle zone qui s'est construite. C'est vraiment à côté de la brasserie. Ouais, 10 minutes ici. Ouais, 10 minutes d'ici. On est un peu trop isolé pour les Parisiens. C'est-à-dire on est à la fois pas assez loin et trop loin. Donc pas assez loin pour justifier de prendre ta voiture, mais trop loin pour passer le périph' et venir. Donc on n'est pas un spot idéal. Je pense que Saint-Ouen sera... un beau lieu d'exposition, puis ça va être un lieu très sympa comme l'équipe d'Allo la Lune qui gère le Grand Contrôle du côté de la gare de Lyon sait le faire. Donc il n'y aura pas que nos bières, mais en tout cas sur la partie craft, ce sera majoritairement nos bières, en tout cas au démarrage. Et puis ici, on continue la croissance. On est aux alentours des 7000. On peut aller jusqu'à 10 000, 12 000 ici. On va voir comment évolue le marché. On n'a pas de certitude avec Anthony. On se dit que peut-être cette zone de travail, 10 000, 12 000, elle est bien pour nous, elle est bien adaptée. On n'a pas de velléité forcément d'aller construire une usine. On n'a pas d'autres actionnaires. Donc pour nous, c'est... Dans nos priorités, c'est surtout d'avoir une équipe ici qui est bien rémunérée, qui est content avec les conditions de travail, de sortir les produits qui sont bons et puis de gagner notre vie avec la brasserie. Mais c'est pas... on ne cherche pas forcément de croissance à n'importe quel prix et donc on est beaucoup plus conservateur, je dirais, en termes d'approche, de gérer l'entreprise dans une façon qui est saine et qui... Après 10-12 000, je tourne beaucoup ici en région et quelquefois les gens pensent qu'on est une grosse brasserie. Alors, c'est bien de le rappeler, du coup. C'est comme dans tous les domaines. Tu es toujours le gros de quelqu'un et le petit de quelqu'un d'autre. Donc on est minuscule par rapport à des brasseries plus indus ou des grosses brasseries bretonnes du nord ou de l'est de la France. Mais il faut pas oublier que pour moi, la taille de la brasserie, elle s'interprète aussi par rapport à l'endroit où tu es. C'est-à-dire qu'on est à Paris, le coût du foncier est démesuré. Et pour nous, cette taille de brasserie est une taille critique pour permettre de s'ancrer sur ton territoire en étant capable d'absorber des loyers parisiens. Okay. On aurait fait la même dans un autre endroit de la France où le foncier est plus abordable, on aurait peut-être fait une brasserie avec une capacité un peu moindre. Après, ce que les gens réalisent peut-être pas non plus aussi, c'est qu'arriver après à ce taquet de production pour vous, ça devient, on va dire, une vraie limite dans le sens où après, il faudrait développer
vraiment une nouvelle brasserie, réadapter la taille de la salle à brasser, les fermenteurs. C'est un énorme investissement et qu'il faut rentabiliser rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment passer un cap de volume d'un coup pour pouvoir. Oui, tout à fait. Ouais, et souvent rentrent des actionnaires qui auront leurs propres besoins et avis sur le sujet. Encore, c'est que Fabrice et moi. Donc, c'est quand tu ouvres une taproom en France tous les 2 mois, ça se passe pas forcément bien derrière. Donc il faut être capable de. Il faut être capable de gérer sa croissance tranquillement et c'est ce qu'on avait vraiment toujours essayé de faire step by step. Enfin, ça reste une toute petite équipe, hein, tu vois, on est 9 en comptant Anthony et moi pour faire 7000, ça reste très familial comme type de production. Et ben, c'est après aussi le nombre de personnes que tu retrouves dans une brasserie qui, comme vous le disiez plus tôt, se concentre vraiment sur les équipes de production. Oui, exactement, ouais. Et aussi qui sont des salariés et pas des stagiaires qui sont pas payés souvent. Donc on essaie de... C'est pas qu'on prend pas des gens en stage, mais il y a Nicolas derrière toi qui était ici en stage et en alternance, et puis on a lui embauché derrière. Donc on a nos propres valeurs dans la manière qu'on travaille. On cherche pas des bénévoles pour de travailler pour la société. On essaie d'avoir des meilleures conditions de travail possibles. On a tout un système de big bags et pour gérer le malt pour que les gens sont pas en train de bouger une cinquantaine ou soixantaine des sacs de malt de 25 kilos pour réaliser le brassin. On a une passerelle pour accéder les trappes en eau des fermenteurs. Donc, on fait très attention des conditions de travail parce que souvent, on avait vu que artisanal veut dire en fait dangereux ou inacceptable en termes des risques souvent pris par les fondateurs. Oui, parce que toi, quand tu es le fondateur, au début, tu es tout seul, donc tu sais... tu assumes les risques. Ouais, tu es chef d'entreprise, tu tombes. Hein, puis tu te relèves parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais c'est vrai qu'avoir la responsabilité de salarié, c'est encore autre chose. Je ne sais pas s'il y a des sujets que vous vouliez aborder, que j'aurais manqué, qu'on peut rattraper. Non, écoute, ça m'a l'air... je pense qu'on a balayé assez large. Parce que du coup, si jamais c'est bon pour vous, je pense que moi j'arrive aussi au bout de mon déroulé de questions. Ouais, écoute, très bien. En tout cas, c'était encore un vrai plaisir de pouvoir faire ce podcast également ensemble. Merci pour de nous avoir accueillis. Enfin, c'est toi qui nous accueilles dans le podcast, même si tu es à la brasserie. Et du coup, pour nos auditeurs, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. On reviendra dès le mois prochain. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.